Imaginez. Vous marchez dans Dorset Street, dans le quartier de Whitechapel à Londres, par un épais brouillard de 1888. Les réverbères à gaz scintillent faiblement à travers la brume jaune, projetant des ombres dansantes sur les murs de briques en ruine. Vos bottes pataugent dans la boue mêlée à des objets que vous ne voulez pas identifier. D'une ruelle étroite, on entend les sanglots désespérés d'une femme, interrompus par la voix rauque d'un homme qui hurle des ordres. Une porte claque. Le silence revient, à l'exception du bruit lointain des sabots des chevaux sur les pavés et de l'interminable ruissellement de condensation provenant des tuyaux de fer rouillés au-dessus. Vous marquez une pause, sachant instinctivement que vous êtes tombé sur l'un des quartiers les plus tristement célèbres de Londres, un labyrinthe d'immeubles surpeuplés, de débits de boissons et d'établissements que la bonne société victorienne prétendait inexistants. À travers une fenêtre sale, vous apercevez des rideaux de velours rouge. Le visage pâle d'une femme se presse contre la vitre un instant avant de disparaître dans l'ombre. L'odeur âcre de la fumée de charbon se mêle à autre chose, le désespoir, peut-être, ou simplement la misère humaine concentrée dans ces quelques pâtés de maison où la survie l'emportait chaque nuit sur la moralité. C'est ici que notre histoire commence. Non pas dans les grands salons de Mayfair ou les salons immaculés célébrés dans les romans victoriens, mais dans les bas-fonds qui ont rendu une telle respectabilité possible. Avant de plonger dans ces histoires oubliées de survie et de souffrance, si vous aimez découvrir les vérités cachées de l'histoire, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner pour recevoir d'autres contenus comme celui-ci. N'hésitez pas à commenter ci-dessous pour me dire d'où vous écoutez. Je trouve incroyable que nous explorions ensemble ces histoires anciennes venues de différentes parties du monde, connectées par-delà le temps et l'espace par notre curiosité commune pour le passé. Mary Kelly avait été belle autrefois. À 25 ans, des traces de sa beauté passée brillaient encore sur son visage lorsqu'elle souriait, ce qui était rare à l'automne 1888. Née en Irlande, elle était arrivée à Londres avec des rêves communs à des milliers de jeunes femmes, être domestique dans une maison respectable, peut-être épouser un artisan, avoir des enfants, une maison petite mais propre. Au lieu de cela, elle se retrouva coincée dans une seule pièce du 13 Miller Court, gagnant sa vie d'une manière qui aurait horrifié la jeune fille débarquée du comté de Limerick quelques années plus tôt. L'histoire de Mary n'était pas unique. Dans toute la Grande-Bretagne victorienne, des milliers de femmes se retrouvèrent à travailler dans des maisons closes, certaines dans de grands établissements des quartiers chics, d'autres dans de simples taudis au cœur des bidonvilles. Ce qui les unissait n'était pas l'échec moral, comme le prétendait la société contemporaine, mais le désespoir économique à une époque où les femmes n'avaient pratiquement aucun droit et moins d'opportunités d'emploi légitimes. Le docteur William Acton, éminent médecin victorien qui a étudié la prostitution en profondeur, estimait dans son rapport de 1857 que Londres comptait à elle seule entre 80 000 et 120 000 prostituées. Son langage clinique ne pouvait masquer la tragédie humaine qui se cachait derrière ces chiffres. La grande majorité des prostituées de ce pays sont, selon toute probabilité, des filles de commerçants de la classe inférieure, de domestiques et de femmes qui ont été employées à divers types de travaux manuels. Mais les statistiques d'Acton, aussi choquantes qu'elles aient été pour ses lecteurs de la classe moyenne, n'ont fait qu'effleurer la surface d'un système fondé sur l'exploitation et maintenu par un aveuglement volontaire. Catherine, Kate, Edeto connaissaient le poids des poches vides et la douleur lancinante de la faim. Née en 1842 à Grasleys, Wolverhampton, elle travaillait comme emboutisseuse de fer blanc avant que les difficultés économiques ne la poussent à s'installer dans l'East End londonien. En 1888, elle vivait dans des pensions de famille, rassemblant 4 pence pour un lit quand elle le pouvait, dormant dehors quand elle ne le pouvait pas. Le 29 septembre 1888, elle fut arrêtée pour ivresse et trouble à l'ordre public, un comportement courant pour des femmes dans sa situation, qui se tournaient souvent vers le gin pour atténuer les effets de la pauvreté et du désespoir. Libérée du commissariat de Bishopsgate à 1h du matin le 30 septembre, Kate avait 4 pence en poche de quoi se payer un lit, mais elle avait besoin d'argent pour se nourrir. Elle se dirigea vers les ruelles étroites où des femmes comme elle pouvaient gagner quelques sous, ignorant que cette décision la rendrait célèbre dans l'histoire criminelle comme l'une des victimes de Jacques l'Éventreur. Les dernières heures de Kate éclairent la précarité de l'existence de ces femmes qui oscillaient entre la prostitution occasionnelle et d'autres formes de survie. Il ne s'agissait pas de femmes travaillant dans des maisons closes établies,
avec des adresses fixes et une clientèle régulière. Elles appartenaient à une vaste sous-classe de travailleuses occasionnelles, de vendeuses ambulantes et de travailleuses du sexe occasionnel qui peuplaient les maisons de retraite et les cuisines communes des quartiers les plus pauvres de Londres. Cette distinction était extrêmement importante en termes de sécurité, de revenus et de statut social. Les femmes des maisons closes établies ou tout en restant vulnérables à la violence et aux maladies bénéficiaient au moins d'un abri et d'une certaine protection contre les tenancières qui, par des incitations financières, soutenaient leurs employés en vie et en activité. Des femmes comme Kate, travaillant dans la rue de manière indépendante, étaient confrontées à des dangers que la société victorienne respectable préférait ignorer complètement. Anna Kulwick, domestique qui tenait un journal intime détaillé tout au long de l'époque victorienne, offre un aperçu rare des pressions économiques qui poussaient les femmes à se prostituer. Née en 1833, Anna travaillait comme « bonne à tout faire », récurant les sols, transportant du charbon et accomplissant les tâches pénibles qui assuraient le fonctionnement des foyers de la classe moyenne. Son salaire dépassait rarement 12 livres par an, à peine suffisant pour se nourrir et se vêtir, et il ne lui restait rien pour les économies ou les urgences. Levée à 5 heures ce matin, écrivit Anna le 15 mai 1860. J'ai allumé les feux, nettoyé les grilles, frotté le perron et préparé le petit déjeuner avant le réveil de la famille. Mes mains sont si irritées qu'elles ont recommencé à saigner, mais je n'ose pas me plaindre de peur de perdre ma place. Margaret, qui travaillait à la maison avant moi, s'est retrouvée à la rue après être tombée malade et ne plus pouvoir travailler. Je prie chaque jour pour que ce ne soit pas mon sort. Mais je me demande parfois quel choix nous avons vraiment. Les craintes d'Anna étaient fondées. La société victorienne offrait aux femmes de la classe ouvrière un éventail restreint d'options d'emploi, services domestiques, travail en usine, travail à la pièce comme la couture ou la blanchisserie, ou vente de marchandises dans la rue. Tous les salaires étaient si bas qu'une seule semaine d'absence pour cause de maladie pouvait les conduire à la rue. Le mariage offrait une certaine sécurité, mais seulement si une femme pouvait trouver un mari capable de subvenir aux besoins d'une famille ou une tâche ardue dans des communautés où le chômage masculin était endémique. Pour les femmes avec enfants mais sans mari, la situation devenait quasi impossible. La loi de 1834 portant modification de la loi sur les pauvres avait aboli l'aide sociale à domicile pour les adultes valides, ce qui contraignait les mères célibataires à un choix difficile, entrer dans un hospice où elles seraient séparées de leurs enfants ou trouver un autre moyen de survie. Nombre d'entre elles optaient pour la prostitution, le moindre mal. Sarah Weiss, une enquêtrice sociale qui a passé des années à documenter les conditions de vie dans les bidonvilles de Londres, a enregistré le témoignage d'Hélène, une mère de 3 enfants âgée de 28 ans. Je préférerais mourir plutôt que de voir mes bébés à l'hospice. Je sais ce qui se passe là-bas, des enfants qui meurent de maladie, des familles déchirées à jamais. Quand mon mari est mort de tuberculose, j'ai essayé de subvenir à nos besoins en faisant la lessive et le raccommodage, mais je n'arrivais pas à gagner assez. Le gardien du loyer se fiche que vous ayez des bébés affamés. Il veut son argent chaque semaine, comme d'habitude. Hélène travaillait dans une pièce en sous-sol de Seven Dial, l'une des maisons de prostitution les plus célèbres de Londres. Elle demandait 6 pence pour ses services, soit à peu près ce qu'un artisan qualifié pouvait gagner en 1 heure. Les bonnes nuits, elle recevait parfois 3 ou 4 clients. Les mauvaises nuits, aucun. Les mathématiques de la survie dans de telles circonstances laissaient peu de place au luxe moral. Joséphine Butler, réformatrice féministe qui a fait campagne contre les lois sur les maladies contagieuses, comprenait mieux que la plupart de ses contemporains comment la pauvreté créait une vulnérabilité à l'exploitation sexuelle. Née en 1828 dans une famille de la classe moyenne, Butler disposait de ressources qui lui permettaient d'enquêter sur des pathologies que d'autres femmes respectables ne pouvaient ou ne voulaient examiner directement. Dans sa brochure de 1869, La Constitution violée, Butler a écrit: Nous parlons de ces femmes comme si elles constituaient une classe à part, des êtres déchus ayant choisi leur destin. Mais parlez-leur comme je l'ai fait, et vous découvrirez qu'elles sont des sœurs, des filles, des mères, des femmes qui se sont retrouvées sans autre choix que celui de mourir de faim ou de survivre selon les désirs masculins. Les enquêtes de Butler l'ont conduite dans des maisons closes à travers la Grande-Bretagne, où elle a documenté des conditions qui ont choqué même sa sensibilité réformiste. À Liverpool,
elle a visité des établissements où des filles d'accent grave peinent 13 ans travaillaient aux côtés de femmes de 40 et 50 ans. À Birmingham, elle a découvert des maisons closes opérant au-dessus des établissements légaux connus de la police, des magistrats et des fonctionnaires municipaux qui préféraient fermer les yeux tant que leurs activités restaient discrètes. L'hypocrisie me stupéfie, confiait Butler dans son journal après avoir visité un établissement chic d'Édimbourg en 1871. Au rez-de-chaussée, des gentlemen respectables traitent leurs affaires autour de cognac et de cigares. À l'étage, des jeunes femmes certaines à peine plus âgées que des enfants ont assouvir les appétits sexuels d'hommes qui les dénonceraient publiquement comme des créatures déchues. Ces mêmes hommes qui votent les lois régissant la moralité publique le jour deviennent clients du vice la nuit. Les observations de Butler ont révélé un aspect crucial de la culture des maisons closes victoriennes, le système complexe de déni et de double standard qui a permis son essor. La société respectable a maintenu son autorité morale en traitant la prostitution comme une nécessité regrettable, existant entièrement en dehors des limites de la vie civilisée. Cette fiction nécessitait un entretien constant, notamment par des lois criminalisant les femmes impliquées tout en touchant rarement leurs clients masculins. Le docteur James Miller, médecin ayant exercé dans l'East End londonien dans les années 1870 et 1880, a conservé des notes de cas détaillées qui offrent un point de vue médical sur les conditions de vie dans les maisons closes victoriennes. Ces dossiers médicaux, conservés aux archives du Royal London Hospital, documentent les conséquences physiques de la prostitution avec une précision clinique à la fois précieuse et déchirante. Patient, Agnès M., 17 ans, admise le 14 mars 1882. Observation, grave lacération des parties génitales compatible avec une agression violente. La patiente déclare travailler dans un établissement de Commercial Street. Ces notes cliniques soulignent la réalité brutale à laquelle sont confrontées les femmes qui n'ont aucun autre moyen de survie. Et ainsi commence notre histoire, non pas avec des décrets royaux ou de grandes réformes, mais avec les voix de ceux qui ont vécu et sont morts dans les bas-fonds londoniens. Dans leur souffrance et leur résilience se cachent les vérités oubliées d'une société qui pouvait se permettre de détourner le regard. Refuse de révéler le nom de l'agresseur par crainte de perdre son emploi. Il s'agit de sa 4e admission en 6 mois. La malnutrition est évidente. La patiente pèse environ 37 kg malgré une taille moyenne. Les symptômes correspondent à une consommation à un stade précoce. Les notes de Miller révèlent des schémas de violence, de maladie et de négligence qui caractérisaient la vie dans un bordel victorien. À une époque où les antibiotiques n'existaient pas encore, les maladies vénériennes se propageaient rapidement, laissant les femmes avec des infections douloureuses, souvent mortelles. Les violences des clients étaient courantes et rarement poursuivies. La malnutrition affaiblissait des systèmes immunitaires déjà affaiblis par de mauvaises conditions de vie et un stress constant. Les femmes qui viennent me voir ne sont pas les créatures perverses dépeintes dans les traités moraux, écrivait Miller à un collègue en 1884. Ce sont des êtres humains accablés par des circonstances indépendantes de leur volonté. Je soigne leurs blessures et leurs maladies, mais je ne peux pas traiter la pauvreté et le désespoir qui les ont conduites à me consulter. La perspective médicale de Miller remettait en question les idées reçues sur la prostitution, perçue comme une faute morale. Ces observations cliniques suggéraient que le travail du sexe était avant tout un phénomène économique, une forme de travail exercé par des femmes disposant de peu d'alternatives et non une manifestation d'une méchanceté intrinsèque ou d'une déficience mentale. Annie Chapman comprenait les enjeux économiques de la survie mieux que la plupart des réformateurs sociaux. Née vers 1840, elle avait épousé un cocher nommé John Chapman et avait mené une vie ouvrière respectable à Windsor jusqu'à ce que la mort de son mari la laisse sans revenu et avec peu de possibilités. En 1888, elle vivait dans des pensions de famille à Spitalfield, gagnant sa vie grâce à la prostitution occasionnelle et à la vente de fleurs et d'allumettes dans la rue. La routine hebdomadaire d'Annie, reconstituée à partir des registres des pensions et des témoignages, illustre la précarité du travail du sexe occasionnel dans le Londres victorien. Elle avait besoin de 4 pence par nuit pour un lit dans une pension commune ou un logement propre selon les normes locales, avec cuisine commune et une certaine protection contre le vol et la violence. Lorsqu'elle n'avait pas les moyens de se payer un lit, elle dormait dans les entrées ou les couloirs, vulnérable aux intempéries, au harcèlement policier et aux prédateurs. Le week-end,
lorsque les ouvriers avaient de l'argent à dépenser, Annie pouvait parfois gagner de quoi payer plusieurs nuits d'avance. En semaine, lorsque les clients potentiels se faisaient rares et que son propre salaire était épuisé, elle pouvait se retrouver sans abri pendant plusieurs jours. Le stress de cette incertitude, combiné à une mauvaise alimentation et à l'exposition aux éléments, faisait vieillir rapidement les femmes dans des circonstances comme celle d'Annie. Timothy Donovan, gardien adjoint de la pension de Crossingham où Annie séjournait souvent, a témoigné lors de son enquête sur ses derniers jours. C'était une femme tranquille, jamais ennuyeuse, qui s'efforçait toujours de payer ses frais, même s'il lui arrivait parfois de manquer de 4 pence pour sa chambre. Ces soirs-là, je la voyais marcher vers Ambury Street, à la recherche d'un emploi. Elle vieillissait ou elle n'était plus jeune et le travail devenait de plus en plus difficile pour elle. La situation d'Annie reflétait l'évolution plus générale du marché de la prostitution occasionnelle à Londres dans les années 1880. La crise économique avait accru la concurrence entre les femmes de la classe ouvrière pour les emplois, tant légaux qu'illégaux. Les jeunes femmes exigeaient des prix plus élevés, laissant les prostituées plus âgées travailler pour des salaires plus bas dans des conditions de plus en plus dangereuses. Dans la nuit du 7 septembre 1888, Annie ne parvenait pas à réunir les 4 pence nécessaires à son logement. Elle était malade depuis des semaines, souffrant de ce que les résidents de la pension décrivaient comme une tuberculose et des problèmes d'estomac chroniques, symptômes qui pouvaient indiquer une syphilis avancée. Donovan la trouva assise au carrefour de Crossingham vers 2 heures du matin, visiblement malade et sans argent pour un lit. « Je ne peux pas vous laisser loger ici sans payer, » lui dit Donovan, bien que des témoins aient rapporté qu'il semblait réticent à laisser une femme malade sortir au milieu de la nuit. « Je reviens bientôt, » répondit Annie en enveloppant ses épaules d'un fin châle avant de s'enfoncer dans l'obscurité de Dorset Street. Elle fut retrouvée assassinée 6 heures plus tard dans l'arrière-cour du 29 rue Ambury, son corps portant les traces de la violence brutale qui allait faire d'elle la deuxième victime confirmée de Jacques l'Éventreur. Mais la mort d'Annie, aussi choquante soit-elle, n'est qu'un des points finaux tragiques d'une série de circonstances qui ont enfermé des milliers de femmes victoriennes dans des cycles de pauvreté et d'exploitation. Margaret Harkness, journaliste et chercheuse sociale écrivant sous le pseudonyme de John Lowe, a passé plusieurs mois en 1887 à vivre parmi les femmes de l'East End londonien pour documenter leurs expériences de première main. Son livre Dans le Londres le plus sombre offre un aperçu contemporain rare des structures sociales qui ont soutenu la prostitution dans la Grande-Bretagne victorienne. L'opinion publique croit que ces femmes choisissent leur destin, écrivait Harkness. Mais ce choix implique des alternatives. Et quelles sont les alternatives pour une femme sans éducation, sans soutien familial et sans droits légaux? L'usine verse des salaires de misère pour des journées de 14 heures qui détruisent la santé et le moral. Le travail domestique signifie une vulnérabilité sexuelle pour les employeurs masculins, sans recours légal en cas d'agression. Le mariage avec un homme de la classe ouvrière offre la sécurité d'une pauvreté partagée s'il vit, et le dénuement à sa mort. Harkness a documenté les réseaux informels qui reliaient les différents niveaux de travail du sexe dans le Londres victorien. Les femmes travaillant dans des maisons closes bien établies agissaient parfois comme recruteuses, contactant des femmes désespérées dans des hospices, des pensions et des quartiers industriels. Le processus n'était pas toujours coercitif de manière flagrante, il s'agissait souvent simplement de proposer des solutions à des crises immédiates. J'ai rencontré Lily à l'hospice, se souvient Emma, une femme interviewée par Harkness. Elle y était déjà allée, elle savait combien c'était horrible. Des familles séparées, des maris séparés de leurs femmes, des mères séparées de leurs enfants. Alors que j'étais sur le point d'y aller avec mon bébé, elle m'a dit qu'il y avait une autre solution, elle connaissait un endroit où je pourrais gagner suffisamment pour louer une chambre et garder ma fille avec moi. Au début, je ne comprenais pas de quel genre de travail elle parlait, et quand j'ai compris, cela m'a semblé mieux que de perdre mon enfant à jamais. L'histoire d'Emma illustre comment le traitement sévère infligé aux mères célibataires par la société victorienne créait des vulnérabilités que les tenanciers de maisons closes pouvaient exploiter. Le système des hospices, conçu pour décourager la dépendance à l'aide sociale, forçait souvent les femmes à se prostituer en rendant les alternatives légales insupportables. Harkness a également documenté la hiérarchie complexe au sein de la culture des maisons closes victoriennes.
Au sommet se trouvaient des établissements coûteux situés dans des quartiers chics comme St. John's Wood ou Regent's Park, où des femmes bien habillées recevaient des clients fortunés dans un cadre luxueux. Ces maisons fonctionnaient sous une protection semi-officielle, versant des pots de vin à la police et aux autorités locales pour garantir leur discrétion. Madame Jeffrey, qui tenait des établissements haut de gamme à Chelsea et Marylebone dans les années 1870 et 1880, employait des femmes qui pouvaient passer pour des dames respectables de la classe moyenne. Ces maisons closes offraient un mobilier élégant, une cuisine et des vins excellents, et offraient des divertissements aux musiques de piano ou représentations théâtrales. Les clients payaient le prix fort pour avoir l'illusion de séduire des femmes vertueuses plutôt que pour acheter des services sexuels. Mais les établissements de Madame Jeffrey, bien que luxueux comparés à la prostitution de rue, fonctionnaient néanmoins selon des principes fondamentalement exploiteurs. Les femmes travaillant dans des maisons closes de luxe avaient généralement des dettes importantes envers les tenancières pour l'habillement, le logement, la nourriture et les soins médicaux. Ces dettes, calculées à des taux gonflés, pouvaient prendre des années à rembourser, tout en générant des intérêts qui maintenaient les femmes dans un esclavage permanent. Les archives de police de 1885 montrent que l'activité de Madame Jeffrey n'a été examinée par les autorités que lorsqu'elle a attiré l'attention des sociétés de réforme morale. L'inspecteur Frédéric Abaline, qui allait plus tard enquêter sur les meurtres de Jacques l'Éventreur, mena des perquisitions dans plusieurs de ses propriétés, mais ne trouva que peu de preuves de criminalité manifeste. Les femmes semblaient bien habillées et en bonne santé, affirmaient être là de leur plein gré et refusaient de témoigner contre leur employeur, écrivit Abaline dans son rapport. La difficulté réside dans la distinction entre participation volontaire et involontaire. Face à des choix aussi limités, ces femmes peuvent choisir de rester dans ces établissements, mais leurs choix sont limités par des circonstances qui leur laissent peu de possibilités d'emploi légal à des niveaux de revenus comparables. L'analyse d'Abaline a abordé des questions fondamentales concernant le consentement et la coercition dans la prostitution victorienne. Même dans des établissements relativement confortables comme celui de Madame Jeffrey, la coopération apparente des femmes pourrait refléter une évaluation calculée des alternatives disponibles plutôt qu'une véritable liberté de choix. Alice Mitchell, qui travaillait dans un bordel de taille moyenne à Pimlico dans les années 1880, a laissé l'un des rares témoignages directs de la vie quotidienne dans ces établissements. Son journal, découvert parmi ses effets après sa mort en 1894, fournit des détails intimes sur les stratégies psychologiques utilisées par les femmes pour faire face à leur situation. Une nouvelle fille aujourd'hui, écrivit Alice le 12 octobre 1883. À peine plus qu'une enfant, peut-être 16 ans tout au plus, elle dit que sa famille est morte de fièvre et qu'elle a vécu dans la rue pendant des semaines. Madame Henderson l'a recueillie, lui a donné un bain et lui a mis une robe convenable. La fillette se croit sauvée. Elle ne comprend pas encore ce qu'on attend d'elle. Les observations d'Alice révèlent comment les tenanciers de maisons closes recrutaient des femmes vulnérables par de apparents actes de charité. Les nouvelles arrivantes vivaient souvent leur première semaine comme un salut face à une crise immédiate, ce qui rendait psychologiquement difficile de reconnaître l'exploitation lorsqu'elle devenait apparente. On se raconte des histoires pour supporter ça, poursuit Alice dans un article ultérieur, on se prend pour des actrices qui jouent des rôles, on se prend pour des gentilshommes qui apprécient notre compagnie. Certaines filles se persuadent qu'elles économisent pour monter une entreprise sérieuse ou trouver un mari respectable. Je rêvais d'ouvrir une petite boutique de rubans et de dentelles pour dames. Maintenant, je comprends mieux, mais ces rêves ont été utiles pendant un temps. Le journal d'Alice témoigne de l'érosion progressive de l'espoir et de l'aveuglement qui caractérisait le travail du sexe à long terme dans les maisons closes victoriennes. Les femmes développaient des défenses mentales élaborées contre la réalité de leur situation, mais ces défenses devinrent plus difficiles à maintenir au fil des ans et l'évasion demeurait difficile. Le 3 mars 1885, Alice dut faire face à l'arrivée de femmes de plus en plus jeunes dans son établissement. Madame Henderson a amené aujourd'hui 2 jeunes filles qui paraissent avoir à peine 14 ans. Elle dit que leurs parents sont morts, qu'ils mendiaient dans la rue, qu'elle leur a donné de la soupe chaude et qu'elle les a laissés dormir dans de vrais lits pour la première fois depuis des mois. Ces enfances volées et ces vies brisées nous rappellent que les dessous de la respectabilité victorienne reposaient sur l'exploitation de femmes sans recours. Les histoires de Marie Kelly, Kate et Detto,
Annie Chapman et d'innombrables autres résonnent à travers le temps au témoignage de résilience face à la souffrance et mise en garde contre l'aveuglement social qui laisse encore les personnes vulnérables sans protection. Des pasteurs se tenaient derrière leur chaire, exhortant leur congrégation à ignorer ce qu'ils appelaient un « fanatisme dangereux » et une « manipulation émotionnelle ». J'ai observé ces dirigeants s'efforcer désespérément de maintenir leur autorité, menacés par des croyants de leur propre congrégation, soudain investis d'une véritable puissance spirituelle. Dans une méga-église, j'ai été témoin d'une confrontation déchirante. Une femme âgée, fidèle depuis 20 ans, s'est mise à prophétiser pendant le culte, parlant avec une précision surnaturelle de situations spécifiques de la vie des gens. Au lieu de reconnaître un véritable don de l'esprit, le pasteur principal l'a fait expulser de force du bâtiment. La congrégation resta assise dans un silence stupéfait tandis que les gardes de sécurité escortaient cette douce grand-mère vers la porte, son cri étant d'avoir rencontré le Dieu vivant d'une manière qui rendait leur routine religieuse creuse en comparaison. Ces dirigeants craignent ce qu'ils ne peuvent contrôler, expliqua Jésus, la voix lourde de tristesse. Ils ont bâti des royaumes en mon nom, mais ils n'ont pas bâti mon royaume. Lorsqu'un véritable pouvoir spirituel apparaît, il menace leur système d'influence et de revenus soigneusement élaborés. Ils préfèrent conserver leur position plutôt que de se soumettre à mon autorité. J'ai vu des scènes similaires se dérouler dans toutes les confessions, des prêtres catholiques réduisant au silence des paroissiens qui rapportaient des guérisons miraculeuses, des diacres baptistes votant pour la révocation de pasteurs qui commençaient à exercer des dons prophétiques, des évêques méthodistes réaffectant des ministres dont les congrégations connaissaient un réveil surnaturel. L'Église institutionnelle rejetait la puissance même de Dieu qu'elle prétendait représenter. Mais pour voir ce qui arrive à ceux qui adhèrent à ma pratique, dit Jésus, attirant mon attention sur une scène totalement différente, regardez ici. Je me suis retrouvé à observer de petits rassemblements de croyants qui avaient quitté leurs églises traditionnelles pour chercher Dieu avec une soif désespérée. Ces réunions avaient lieu dans des maisons, des parcs, voire des bâtiments abandonnés. Il n'y avait pas de musiciens professionnels, pas de sonorisation sophistiquée, pas de services soigneusement chorégraphiés. Pourtant, la présence de Dieu était si intense dans ces simples rassemblements que j'avais du mal à la saisir. Dans un modeste salon du Texas, j'observais 12 personnes prier ensemble avec une telle intensité que l'atmosphère spirituelle qui les entourait se chargeait d'électricité divine. Tandis qu'ils priaient, je voyais des anges descendre se joindre à leurs louanges. Lorsqu'ils priaient pour les malades, les tumeurs disparaissaient instantanément. Lorsqu'ils chassaient les démons, les mauvais esprits s'enfuyaient sans résistance. Ces croyants ordinaires ont puisé dans une puissance extraordinaire, dit Jésus avec une joie évidente, parce qu'ils ont abandonné tout ce qui entravait une communion authentique avec le Tout-Puissant. Ceci est ma véritable Église, non pas des bâtiments ou des institutions, mais des cœurs qui battent au rythme du mien, non pas des programmes ou des spectacles, mais des personnes qui sont mortes à elles-mêmes et ont été ressuscitées en moi. Ce sont eux qui seront prêts pour ce qui viendra après le début du mois d'août. La vision s'est élargie et j'ai commencé à percevoir l'ampleur mondiale de cette révolution spirituelle. Dans les églises clandestines de toute la Chine, des croyants, après avoir subi des décennies de persécution, se sont soudain retrouvés investis d'une puissance apostolique. Leurs prières ont été exaucées avec une telle constance que même les responsables communistes ont commencé à s'en rendre compte. Les églises de maison, contraintes de se réunir en secret, sont devenues les épicentres d'une activité surnaturelle impossible à dissimuler ou à réprimer. Dans les favelas du Brésil, des croyants pauvres qui ne possédaient rien d'autre que leur foi sont devenus des vecteurs de secours miraculeux, la nourriture s'est multipliée dans leurs mains pour nourrir des communautés entières, l'eau propre a jailli de sources contaminées lorsqu'ils ont prié. Des enfants qui n'avaient jamais été à l'école ont commencé à parler dans des langues qu'ils n'avaient jamais apprises, partageant l'évangile avec des immigrants et des réfugiés qui avaient désespérément besoin d'espoir. Dans les régions d'Afrique déchirées par la guerre, les croyants, constamment menacés de violence, ont découvert que leur foi était devenue un bouclier impénétrable. Les balles destinées aux martyrs ont mystérieusement manqué leur cible. Les bombes destinées à détruire les églises n'ont pas explosé. Les militants radicaux venus tuer des chrétiens sont tombés face contre terre, submergés par la présence de Dieu qui entourait ses fidèles. Voyez comme ma puissance s'écoule à travers des vases brisés,
observa Jésus. Ceux qui ont été purifiés par la souffrance, qui ont appris à dépendre entièrement de moi, deviennent les instruments les plus efficaces de ma grâce. Les églises aisées d'Occident ont oublié que ma force s'accomplit dans la faiblesse, mais ces croyants la comprennent intimement. J'ai vu la nouvelle de ces événements surnaturels se propager sur les réseaux sociaux et clandestins. Des vidéos de miracles indéniables sont devenues virales malgré les tentatives des entreprises technologiques de les étouffer. Les témoignages d'intervention divine se sont propagés plus vite que les autorités ne pouvaient les contenir. Les croyants éveillés devenaient un mouvement mondial transcendant les frontières nationales, les différences confessionnelles et les barrières culturelles. Mais à mesure que ce renouveau spirituel prenait de l'ampleur, j'ai également été témoin de la vive opposition qu'il suscitait. Les agences gouvernementales, qui avaient jusque-là ignoré les activités religieuses, ont soudain commencé à considérer le christianisme authentique comme une menace pour la sécurité nationale. Les plateformes de médias sociaux ont mis en place de nouveaux algorithmes spécifiquement conçus pour limiter la portée des contenus présentant des guérisons miraculeuses ou des messages prophétiques. Les médias, jusque-là favorables au christianisme libéral, sont devenus hostiles face à des manifestations surnaturelles qu'ils ne pouvaient expliquer. La division dont Jésus avait parlé s'accentuait chaque jour davantage. Dans les familles où certains membres avaient répondu à l'éveil spirituel tandis que d'autres restaient dans un sommeil religieux, les tensions atteignaient des points de rupture. Des enfants ayant rencontré une véritable puissance spirituelle se retrouvèrent en désaccord avec des parents qui préféraient les traditions confortables. Des conjoints découvrirent que partager le même lit ne signifiait pas partager la même foi. J'ai été témoin d'une scène particulièrement douloureuse, une adolescente tentait d'expliquer à ses parents les visions qu'elle recevait concernant des événements à venir. Son père, un diacre respecté de leur église, l'accusait d'être trompé par des démons. Sa mère, qui avait enseigné à l'école du dimanche pendant 15 ans, insistait sur le fait que ces expériences surnaturelles prenaient fin avec l'âge apostolique. La jeune fille pleurait en réalisant que ses proches ne pouvaient pas voir ce qui était devenu limpide à sa vision spirituelle éveillée. Cette rupture avec le familier est nécessaire, expliqua Jésus, bien que sa voix exprimât une profonde compassion pour la douleur qu'elle causait. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée pour dresser père contre fils, mère contre fille. Non pas que je désire la division, mais parce que la vérité exige un choix. Ceux qui m'aiment plus que leur famille, plus que les traditions, plus que leur propre confort, ceux-là résisteront quand tout le reste s'écroulera. L'intensité de la vision s'intensifia à mesure que je regardais les 39 jours d'activité surnaturelle atteindre leur apogée. Les croyants éveillés avaient atteint un niveau de maturité spirituelle comparable à celui des premiers apôtres. Ils avançaient avec une parfaite unité, chacun connaissant son rôle dans le plan divin sans aucune coordination humaine. Les guérisons miraculeuses devinrent si courantes que les hôpitaux de certaines régions commencèrent à se vider, les gens affluant vers les croyants pour la prière plutôt que pour des soins médicaux. La précision prophétique de ces saints éveillés était stupéfiante. Ils prédisaient les catastrophes naturelles avec une précision qui permettait aux communautés d'évacuer avant que la tragédie ne frappe. Ils identifiaient nommément les fonctionnaires corrompus et détaillaient leurs crimes avant que les enquêtes ne puissent révéler les preuves. Ils parlaient dans des ventres stériles et observaient la vie se former. Ils commandaient les conditions météorologiques et voyaient les tempêtes changer de cap en réponse à leurs prières. Pourtant, à chaque démonstration de puissance spirituelle authentique, la résistance institutionnelle s'est intensifiée. Les chefs religieux, qui avaient passé leur carrière à justifier le surnaturel, se sont retrouvés confrontés à des preuves indéniables de l'intervention divine dans les affaires humaines. Plutôt que de se repentir et de reconnaître leur erreur, beaucoup ont redoublé d'efforts pour s'opposer, affirmant que Satan lui-même se faisait passer pour un ange de lumière. J'ai vu certains des pasteurs les plus célèbres d'Amérique tenir des conférences d'urgence pour s'attaquer à ce qu'ils appelaient « le mouvement fanatique menaçant le christianisme biblique ». Ces hommes, qui avaient bâti leur réputation sur des messages édulcorés qui n'offensaient personne, se sont soudain retrouvés à défendre leur manque de puissance spirituelle contre des croyants démontrant les miracles mêmes que Jésus avait promis à ceux qui croiraient. L'ironie était dévastatrice. Ceux qui prétendaient représenter le Christ s'opposaient à la manifestation la plus éclatante de sa puissance que le monde ait connue depuis le 1er siècle.
Ils préféraient leur orthodoxie morte à sa présence vivante, leur programme contrôlable à ses actions imprévisibles, leur salaire confortable à sa coûteuse mission. Mais leur opposition ne fit qu'accélérer le réveil de ceux qui avaient des oreilles pour entendre. Chaque tentative de réprimer les manifestations surnaturelles donnait lieu à des démonstrations encore plus grandes de la puissance divine. Lorsque les autorités religieuses ont interdit les guérisons miraculeuses dans leurs bâtiments, les personnes guéries ont commencé à témoigner dans la rue. Lorsque les responsables confessionnels ont menacé de révoquer les accréditations des pasteurs qui embrassaient le surnaturel, ces derniers ont découvert qu'ils avaient plus d'autorité spirituelle en dehors du système institutionnel qu'ils n'en avaient jamais eu en son sein. Tandis que la vision se poursuivait, Jésus me révéla quelque chose qui me remplit à la fois d'émerveillement et de terreur. L'éveil spirituel ne se limitait pas à ceux qui se disaient déjà chrétiens. La puissance manifestée par les croyants éveillés était si indéniable qu'elle commença à attirer des personnes de tous horizons religieux et de toutes convictions philosophiques. J'ai vu des athées endurcis s'agenouiller devant des miracles inexplicables. Des scientifiques qui avaient passé leur carrière à rejeter le surnaturel se sont retrouvés incapables de rationaliser ce qu'ils voyaient de leurs propres yeux. Musulmans, hindous, bouddhistes et adeptes de diverses philosophies du Nouvel Âge ont abandonné leurs anciennes croyances lorsqu'ils ont rencontré le Christ vivant par l'intermédiaire de ses disciples investis de pouvoir. Les femmes travaillant dans des maisons closes manquaient souvent de ressources pour offrir des alternatives à leurs enfants. Alors que la société offrait peu de soutien aux familles vivant en dehors des normes morales conventionnelles, l'agent de police George Godley, qui patrouillait à Whitechapel dans les années 1880, tenait des notes officieuses sur les femmes qu'il croisait lors de ses rondes. Ces observations, conservées dans ses documents personnels, offrent un aperçu concret des réalités quotidiennes de la prostitution de rue dans le Londres victorien. La plupart des femmes que je connais par leur nom et leur situation, écrivait Godley en 1888, ne sont pas des criminels au sens ordinaire du terme, juste de pauvres âmes qui tentent de survivre dans des conditions qui mettraient n'importe qui au défi. Je les arrête lorsque la loi l'exige, mais cela ne résout rien. Elles paient leurs amendes et retournent dans la rue le soir même, faute d'autre solution. Les notes de Godley révèlent la futilité des approches juridiques qui criminalisaient les femmes concernées tout en ignorant les conditions sociales et économiques à l'origine de leur situation. Les arrestations et les amendes ne sont devenues qu'un coût supplémentaire, absorbé par l'économie déjà précaire du travail sexuel de survie. Elizabeth Stride ne me fait aucun mal, observa Godley. Toujours polie, jamais violente ni désordonnée. Mais j'ai vu sa santé décliner au cours de l'année écoulée. Elle développe ce regard vide qu'ils finissent tous par avoir. Elle tousse constamment, est trop maigre, mais continue à arpenter les rues chaque nuit parce qu'elle a besoin d'argent pour se loger. Le lien personnel de Godley avec Elizabeth Stride qui deviendra une autre victime de Jacques l'Éventreur en septembre 1888 illustre la façon dont les policiers ont souvent développé une compréhension bienveillante envers les femmes qu'ils étaient officiellement tenus de traiter comme des criminels. Cela a créé des conflits internes entre devoir professionnel et compassion humaine qui ont caractérisé la relation des forces de l'ordre avec la prostitution tout au long de l'époque victorienne. La nuit du 30 septembre 1888 fut marquée par une tragédie particulière dans l'East End londonien. 2 femmes, Elizabeth Stride et Catherine Edeto, furent assassinées à 1 heure d'intervalle. Toutes 2 furent tuées alors qu'elles se livraient à une prostitution de survie, devenue leur seul moyen d'échapper à la misère. Leurs décès focalisèrent l'attention du public sur des conditions de vie qui existaient depuis des décennies, mais restaient largement invisibles aux yeux de la société respectable. Elizabeth était née en Suède en 1843 et avait immigré à Londres, où elle avait travaillé comme domestique avant que les circonstances ne la conduisent à la prostitution occasionnelle. Catherine, comme nous l'avons vu, avait travaillé comme estampeuse de fer-blanc avant que les difficultés économiques ne la poussent à se livrer à des pratiques similaires. Toutes 2 avaient dépassé leur apogée au regard des normes du travail du sexe, rivalisant avec des femmes plus jeunes pour attirer la clientèle dans un marché saturé. Leurs meurtres ont choqué la société victorienne, non pas parce qu'une telle violence était inhabituelle ou les femmes dans leur situation étaient constamment en danger mais parce que la brutalité théâtrale de leur mort a forcé la reconnaissance publique de vie que la bonne société préférait ignorer. La couverture médiatique des meurtres de Jacques l'Éventreur a fourni des détails crus sur les dernières heures des victimes, tout en maintenant une distance morale par un langage qui soulignait leur déviation de la féminité respectable.
Le Times de Londres, relatant la mort d'Elizabeth Stride, a noté « La défunte était une femme au caractère dissolu qui fréquentait les maisons de chambre populaires du quartier. Ce langage, typique des reportages contemporains, a servi à maintenir une frontière entre victimes méritantes et indignes, tout en évitant d'examiner les conditions sociales qui avaient conduit à leur situation. Mais certains observateurs ont reconnu les implications plus larges de ces meurtres. George Bernard Shaw, écrivant dans le journal The Star en septembre 1888, a invité ses lecteurs à considérer le contexte social. Les meurtres de Whitechapel ne sont pas l'œuvre d'un monstre, mais le résultat inévitable d'un système social qui crée des monstres en refusant la dignité et la sécurité fondamentale aux membres les plus vulnérables de la société. L'analyse de Shaw, radicale pour l'époque, suggérait que la violence contre les prostituées représentait une manifestation extrême de la violence sociale plus large contre les femmes prises au piège de la pauvreté. Cette perspective remettait en question les hypothèses confortables sur la responsabilité morale individuelle en examinant les conditions structurelles qui créaient la vulnérabilité à l'exploitation et au préjudice. Les meurtres de Whitechapel ont également révélé à quel point la police et les autorités locales avaient développé des arrangements informels avec la prostitution dans les quartiers populaires. Des policiers comme George Godley connaissaient les femmes de leur patrouille par leur nom, comprenaient leur situation et n'intervenaient généralement que lorsque cela était nécessaire pour maintenir l'ordre public ou enquêter sur des crimes graves. Cette tolérance officieuse reflétait la reconnaissance concrète que la criminalisation de la prostitution était largement inapplicable compte tenu des conditions sociales et économiques qui la soutenaient. Les femmes continueraient à vendre leurs services sexuels tant qu'elles n'auraient pas d'autre solution de survie, quelles que soient les sanctions légales. Les ressources des forces de l'ordre étaient mieux consacrées au maintien de la sécurité publique qu'à la lutte contre des comportements découlant de circonstances indépendantes de leur volonté. Le docteur Thomas Bon, chirurgien de la police qui a examiné les corps des victimes de Jacques l'Éventreur, a fourni une documentation clinique sur la violence qui a caractérisé la fin dangereuse du travail du sexe à l'époque victorienne. Ces rapports d'autopsie, bien que centrés sur la cause du décès, ont révélé des schémas plus généraux de blessures et de maladies affectant les femmes prostituées. La défunte présentait des signes de malnutrition chronique, a écrit le docteur Bon à propos de Catherine Edetto. Des caries dentaires compatibles avec une mauvaise alimentation et un manque de soins médicaux, des cicatrices sur les mains et les bras suggèrent des violences antérieures, l'état physique général indique une exposition prolongée à des conditions de vie difficiles et à une alimentation inadéquate. Les examens médicaux du docteur Bon ont démontré que la violence spectaculaire des meurtres de l'Éventreur ne représentait que l'extrémité la plus extrême du spectre des préjudices auxquels les femmes prostituées étaient régulièrement confrontées. La malnutrition, la maladie, l'exposition aux intempéries et la violence des clients ont créé des dommages cumulatifs qui ont raccourci des vies, même lorsque les incidents individuels n'étaient pas immédiatement mortels. L'automne 1888 marqua un tournant dans la prise de conscience publique des conditions de vie des femmes prostituées à l'époque victorienne. Les enquêtes pour meurtre attirèrent une attention sans précédent sur des quartiers comme Whitechapel, où journalistes et enquêteurs sociaux documentèrent des conditions de vie qui choquèrent les lecteurs de la classe moyenne. Arthur Morrison, journaliste qui passa des mois à enquêter sur les conditions de vie dans l'East End londonien, publia ses conclusions dans Tales of Mean Streets. Les rues sont étroites et tortueuses, écrivit Morrison, bordées de maisons qui semblent s'appuyer les unes contre les autres. Dans les embrasures de portes et les passages, des femmes attendent des clients qui ne viendront peut-être jamais. Leurs âges varient, des jeunes filles qui devraient être scolarisées aux grands-mères assez âgées pour se souvenir d'une époque meilleure. Ce qui les unit, ce n'est pas la méchanceté, mais la simple logique de la survie dans une société qui ne leur offre aucune alternative. Le journalisme de Morrison a capturé la pauvreté extrême qui soutenait la prostitution dans le Londres victorien. Tout en incitant les lecteurs à considérer leur propre complicité dans des systèmes qui ont engendré un tel désespoir, son travail a contribué à faire prendre conscience que l'exploitation sexuelle ne pouvait être comprise comme une faute morale individuelle, mais nécessitait un examen des structures sociales et économiques plus larges. Les enquêtes menées après les meurtres de Whitechapel ont également révélé à quel point les entreprises et institutions locales avaient développé des relations symbiotiques avec la prostitution. Les débits de boissons servaient de lieu de rencontre informel où les femmes pouvaient rencontrer des clients potentiels. Les maisons d'hébergement offraient un abri permettant de survivre entre les périodes de travail. Médecins,
pharmaciens et même ecclésiastiques ont joué un rôle informel en soutenant les femmes vivant en dehors des structures sociales conventionnelles. John McCarthy, propriétaire de plusieurs propriétés à Miller-Escourt, où vivait Mary Kelly, illustrait les relations complexes entre commerce légal et prostitution dans les quartiers ouvriers de l'époque victorienne. McCarthy percevait les loyers des femmes qu'il connaissait prostituées, leur accordant des crédits en cas de besoin et leur assurant une sécurité de base qui leur permettait de survivre. « Je ne pose pas de questions sur la façon dont mes locataires gagnent leur vie », a témoigné McCarthy lors de l'enquête sur Mary Kelly. « Mon activité consiste à fournir des logements propres et sûrs à des prix abordables pour les travailleurs. Si je refusais de louer à des femmes à la réputation douteuse, la moitié de mes logements resteraient vides. Ces femmes paient régulièrement leur loyer, entretiennent leur chambre et causent moins de problèmes que certains de mes locataires hommes qui boivent trop. » Le témoignage de McCarthy a illustré comment la prostitution victorienne était ancrée dans des réseaux de commerce légitimes qui dépendaient des revenus du travail du sexe, tout en maintenant une distance publique par rapport à ses implications morales. Cette interdépendance économique rendait les campagnes visant à éliminer la prostitution pratiquement impossibles, quelles que soient les objections morales. La relation entre alcool et prostitution dans la société victorienne créait des niveaux supplémentaires d'exploitation et de vulnérabilité. Les débits de boissons étaient des lieux de rencontre essentiels pour les communautés ouvrières, mais ils servaient également de centres de recrutement où les femmes désespérées pouvaient être repérées et approchées par des proxénètes ou des tenanciers de maisons closes. Les palais du gin, qui proliférèrent dans les quartiers pauvres au milieu du XIXe siècle, offraient une échappatoire temporaire aux dures conditions de vie grâce à de l'alcool bon marché et des divertissements tape à accent grave-l'œil. Mais il créait aussi des environnements où les femmes ivres devenaient vulnérables à l'exploitation sexuelle et au recrutement pour la prostitution. Martha Tabram, assassinée dans les bâtiments de George Yard le 7 août 1888, illustre les liens entre alcool, pauvreté et vulnérabilité à la violence qui caractérisait la vie de nombreuses femmes des quartiers ouvriers du Londres victorien. Née vers 1849, Martha avait été mariée à un emballeur de meubles nommé Henry Tabram avant que sa séparation ne la laisse dépendante d'un emploi occasionnel et d'une prostitution occasionnelle. La nuit de sa mort, des témoins ont vu Martha boire avec des soldats dans plusieurs pubs des environs de Whitechapel. Sa décision d'accompagner l'un de ces hommes dans un lieu isolé reflétait les risques calculés que prenaient régulièrement les femmes dans sa situation, cherchant à concilier leurs besoins financiers immédiats et leur sécurité personnelle dans des situations où ni l'une ni l'autre ne pouvait être garantie. Le meurtre de Martha, qui précéda les massacres canoniques de Jacques l'Éventreur, reçut relativement peu d'attention de la part de la presse et de la police. Sa mort fut considérée comme une conséquence regrettable mais banale du mode de vie dangereux qu'elle avait choisi, plutôt que comme la preuve d'une violence systématique contre des femmes vulnérables. Ce traitement différentiel reflétait une attitude victorienne plus large envers la violence faite aux femmes prostituées. Les décès survenus dans le cadre du travail du sexe étaient souvent considérés comme des risques professionnels plutôt que comme des crimes méritant une enquête sérieuse. Les femmes qui vendaient des services sexuels étaient considérées comme ayant perdu le droit à la protection et à la sympathie que la société accordait aux victimes respectables. Le contraste est devenu évident dans la couverture médiatique des meurtres canoniques de l'Éventreur, qui ont suscité une attention intense, notamment parce que leur brutalité spectaculaire transcendait les limites habituelles de la violence contre les prostituées. La mutilation théâtrale des victimes a forcé le public à reconnaître qu'il s'agissait d'êtres humains ayant subi une violence extraordinaire, et non de simples victimes de leur profession. Annie Millwood, qui a survécu à une agression au couteau en février 1888, a fourni un témoignage de première main rare sur les violences faites aux femmes prostituées. Sa déposition à la police, faite alors qu'elle se remettait de blessures qui ont failli la tuer, décrit une agression qui aurait été typique si elle n'avait pas survécu pour la signaler. Au premier abord, il avait l'air d'un gentleman, dit Annie à l'inspecteur Reed. Bien habillé, poli, il disait qu'il avait une chambre à proximité où nous pourrions traiter nos affaires en privé. J'aurais dû m'en douter. Les vrais gentlemen ne draguent pas les femmes sur Commercial Street, mais j'avais besoin d'argent pour me loger, et il offrait une belle somme. Le témoignage d'Annie a révélé des schémas comportementaux qui auraient pu caractériser les agressions contre d'autres femmes n'ayant pas survécu pour les signaler.
Les agresseurs qui s'en prenaient aux prostituées utilisaient souvent leur respectabilité apparente pour gagner leur confiance avant de révéler leurs intentions violentes. Les femmes travaillant dans des conditions dangereuses devaient évaluer rapidement les clients potentiels à partir d'informations limitées, avec des conséquences fatales en cas d'erreur. Une fois seul, son attitude a complètement changé et il a continué, il a commencé à parler de nettoyer les rues de la crasse comme moi. Il a dit qu'il faisait l'œuvre de Dieu. J'ai essayé de m'enfuir, mais il avait un couteau. Il m'a foncé dessus comme un fou. Si ce policier ne m'avait pas entendu crier, je serais mort comme les autres. La description par Annie du langage de son agresseur référence à la purification et à la mission divine suggérait que la violence contre les prostituées était souvent motivée par une idéologie morale plutôt que par une simple intention criminelle. Les hommes qui attaquaient les femmes prostituées justifiaient fréquemment leurs actes par un discours religieux ou de réforme sociale qui présentait la violence comme une purification plutôt que comme un crime. Cette dimension idéologique de la violence contre les prostituées reflétait les inquiétudes victoriennes plus larges concernant la sexualité, la moralité et l'ordre social. Les femmes qui vendaient leurs services sexuels devenaient des cibles symboliques pour les hommes qui se sentaient menacés par l'évolution des conditions sociales ou par leur propre incapacité à se conformer aux idéaux masculins de respectabilité et de réussite. Le témoignage de survivantes comme Annie Millwood a apporté un éclairage crucial sur des schémas de violence restés largement invisibles, car peu de victimes ont survécu pour témoigner. Sa survie était suffisamment exceptionnelle pour que la police ait d'abord mis en doute son récit, estimant que les agressions contre les prostituées se soldaient généralement par la mort ou étaient inventées pour susciter la sympathie. Francis Cole, qui survécut jusqu'en avril 1891 avant d'être assassiné dans des circonstances potentiellement liées au meurtre de l'éventreur, illustre la vulnérabilité prolongée qui caractérisait l'expérience des femmes prostituées à l'époque victorienne. Né vers 1865, Francis avait occupé divers emplois occasionnels avant que sa situation économique ne la pousse à se prostituer occasionnellement. Les archives de police documentent les agressions répétées dont Francis a été victime au cours des années précédant sa mort. Elle a été soignée pour blessures à au moins 6 reprises entre 1888 et 1891, affirmant généralement être tombée ou avoir été blessée dans un accident, plutôt que d'admettre des agressions qui auraient pu nuire à sa réputation ou mettre en danger ses agresseurs. Frances avait peur de nommer les hommes qui lui avaient fait du mal, a témoigné Hélène, une femme qui la connaissait depuis les pensions. Elle disait que cela ne ferait qu'empirer les choses si elle causait des ennuis aux clients. Mieux valait prendre les coups et espérer un traitement plus doux la prochaine fois. Nous comprenions tout ce raisonnement. Le témoignage d'Hélène a révélé comment la dépendance économique envers des clients potentiellement violents incitait fortement les femmes à accepter les violences plutôt qu'à les signaler. Se plaindre de violence pouvait entraîner une perte de revenus qui faisait toute la différence entre un refuge et la rue, faisant de l'endurance silencieuse un choix rationnel, même en cas de blessure grave. Dans la nuit du 13 février 1891, Francis fut retrouvé assassiné sous une arche de chemin de fer à Swallow Gardens. Sa gorge tranchée ressemblait à celle de précédents meurtres de l'éventreur. Mais en 1891, l'attention du public s'était détournée des meurtres de Whitechapel, et la mort de Francis reçut une couverture médiatique minime, malgré des éléments suggérant un lien possible avec les crimes antérieurs. Le déclin de l'intérêt du public pour la violence contre les prostituées de l'East End après 1889 illustre la rapidité avec laquelle la société victorienne est revenue à son schéma habituel, ignorant les conditions qui l'avaient brièvement choqué. Les meurtres de l'éventreur avaient temporairement perturbé l'invisibilité habituelle des femmes prostituées. Mais cette attention s'est avérée intenable une fois ces violences spectaculaires terminées. Le docteur Frédéric Gordon Brown, qui a procédé à des autopsies sur plusieurs victimes de l'éventreur, a documenté des preuves médicales révélant les problèmes de santé chroniques affectant les femmes prostituées victoriennes. Ces rapports détaillés, tout en se concentrant sur les causes immédiates du décès, ont permis d'obtenir un aperçu plus large du coût physique de vie vécu dans l'extrême pauvreté et des conditions dangereuses. La défunte Catherine Edow présentait de nombreux signes d'insuffisance rénale chronique. Le Dr Brown a écrit dans son rapport officiel daté du 1er octobre, lésions hépatiques compatibles avec une consommation prolongée d'alcool,
cicatrices sur les mains et les avant-bras suggérant des blessures défensives dues à des attaques antérieures. L'état général indique une malnutrition prolongée et une exposition à des conditions de vie difficiles. Les observations cliniques du Dr Brown ont révélé que les femmes assassinées par Jacques l'Éventreur mouraient déjà lentement des conséquences de la pauvreté, de la malnutrition, de la maladie et de la violence. Le caractère spectaculaire de leurs derniers instants masquait le processus continu de détérioration physique qui caractérisait leur existence quotidienne. Mary-Ann Nichols présentait des symptômes de syphilis avancée. Le Dr Brown notait dans un autre rapport, perte de dents due à une mauvaise alimentation et à un manque de soins dentaires, infection respiratoire chronique, possible tuberculose à un stade précoce. Ces femmes mouraient progressivement bien avant de connaître une mort violente. Les preuves médicales consignées dans les rapports d'autopsie ont confirmé objectivement des conditions observées par les enquêteurs sociaux, mais que la société respectable préférait ignorer. Les femmes travaillant dans la prostitution victorienne étaient confrontées à divers problèmes de santé qui auraient pu être traités avec des soins médicaux appropriés et une alimentation adéquate, mais qui devenaient fatals lorsqu'ils étaient combinés à la pauvreté et à l'isolement social. Helen Holland, la dernière personne connue à avoir parlé à Mary-Ann Nichols avant son assassinat, a fourni un témoignage révélant la lutte quotidienne pour la survie qui caractérisait la vie des femmes dans sa situation. Helen avait connu Mary-Ann à la pension Wilmot, où les deux femmes logeaient lorsqu'elles pouvaient se permettre le loyer de la nuit. Elle était ivre quand je l'ai vue ce soir-là, a témoigné Helen lors de l'enquête. Elle a dit qu'elle avait touché son argent de logement 3 fois ce jour-là, mais qu'elle l'avait dépensé en jean au lieu de payer un lit. Je lui ai dit de revenir avec moi chez Wilmot. Helen a continué, j'ai essayé de les convaincre de la laisser rester sans payer, mais elle a ri et a dit qu'elle aurait bientôt son argent. Mary-Ann a montré son bonnet et a dit qu'il était neuf et qu'elle n'aurait aucun mal à trouver un client. Le témoignage d'Helen a révélé les calculs économiques immédiats qui dictaient la survie quotidienne des femmes dans la situation de Mary-Ann. Le choix entre dépenser de l'argent en alcool pour se soulager temporairement des conditions difficiles ou l'économiser pour se loger reflétait les compromis impossibles que la pauvreté extrême imposait à des femmes aux ressources et aux options limitées. J'aurais dû insister pour qu'elle vienne avec moi, poursuivit Helen. J'aurais dû payer son logement moi-même, même si j'avais à peine les moyens de me le payer moi-même. Mais on se lasse d'essayer de sauver des gens qui ne semblent pas vouloir être sauvés. Mary-Ann buvait trop depuis des mois, prenait plus de risques et ne prenait pas suffisamment soin d'elle. Nous le voyons tous, mais que pouvions-nous faire ? Le sentiment de culpabilité et d'impuissance d'Helen reflétait le fardeau psychologique que pesaient les femmes qui voyaient leurs amis et leurs connaissances se détériorer dans des conditions auxquelles elles ne pouvaient échapper elles-mêmes. La solidarité qui s'est développée entre les femmes dans des circonstances similaires était compliquée par la concurrence pour des ressources rares et par la conscience que n'importe qui pourrait être la prochaine victime de violence ou de maladie. Les dernières heures de Mary-Ann, reconstituées à partir de témoignages et d'une enquête policière, ont illustré le caractère aléatoire de la violence qui rendait chaque rencontre potentiellement fatale pour les femmes travaillant dans la prostitution de rue. Sa décision de rejeter l'offre d'aide d'Helen et de continuer à chercher des clients ne reflétait pas de l'imprudence, mais une évaluation rationnelle de ses options immédiates, compte tenu des ressources dont elle disposait. Dans la nuit du 31 août 1888, Mary-Ann avait besoin de 4 pence pour se loger et n'avait aucun moyen légitime de les gagner avant que les maisons de retraite ne cessent d'accueillir des pensionnaires pour la nuit. Son choix de continuer à travailler malgré son état d'ébriété et sa vulnérabilité évidente représentait le genre de risque calculé que prenaient régulièrement les femmes dans sa situation, car l'alternative dormir à la rue comportait des dangers différents, mais